Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme, toujours accompagné de mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre. Vous le connaissez maintenant, Tim Laribo, alias Pug. Bonjour Tim. Salut Galit, ça va bien? Et toi? Eh bien ça va bien. En forme? Énervé. Énervé. Alors c'est très bien. Garde cette énergie pour notre sujet. C'est un 50 nuances d'antisémitisme particulier que nous vous proposons aujourd'hui, puisque nous allons parler d'une des nuances d'antisémitisme les plus populaires, pour ne pas dire populistes, en France ces 20 dernières années. Alors, l'humoriste, entre guillemets, Dieudonné, qui refait parler de lui et qui réussit même à nouveau à être le centre des conversations au sein des communautés juives de France, d'Israël. Et pour en parler, et pour essayer de nous aider à démêler un petit peu ce cirque, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau un invité spécial, l'un des fers de lance du combat contre l'antisémitisme de Dieudonné, journaliste, écrivain, grand défenseur du sionisme et d'Israël, un conseiller en communication auprès de chefs d'État, un spin doctor, comme on dit, Monsieur Jonathan Simon Selem. Bonjour Jonathan. Bonjour Galit. Bonjour Pug. Je suis ravie vraiment de t'avoir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, nous ici, on a l'habitude avec Pug, je contextualise et après je vous donne la parole à vous, commentateurs. Alors, c'est Dieudonné Mbala, dont nous avons tous été témoins de la dérive nauséabonde depuis près de 20 ans, qui décide la semaine dernière de faire ses excuses à la communauté juive. Le 10 janvier, Israël Magazine, un journal local franco-israélien, publie sur son site internet un texte sous forme de lettre écrit par Dieudonné et intitulé « Je demande pardon ». Alors, il faut rappeler que Dieudonné, ses 20 ans de provocation et d'actions antisémites, antisionistes, négationnistes, des actions qui ont eu des conséquences désastreuses sur la recrudescence de l'antisémitisme en France et sur la sécurité des Juifs de France, dans les banlieues, dans les grandes villes, partout. Pug, d'ailleurs, les frasques de Dieudonné sont l'une des raisons pour lesquelles tes amis et toi avaient décidé de prendre la parole. C'était vers 2013-2014 et ça a donné lieu donc au mouvement, à l'association Nation pour Israël. Pug, je te donne la parole. C'était déjà trop tard, hein. Jonathan Simon pourra le confirmer, ça faisait déjà des années que c'était mal parti. Nous, on a réagi en bon français trop tard, mais c'est vrai que notamment l'histoire des quenelles, donc ce geste, on en reparlera, devant les effigies d'Anne Frank ou les portraits d'Anne Frank, ça a été un déclencheur qui nous a amené effectivement à prendre la parole, à le faire de façon un peu virulente, avec un énervement que j'ai toujours. Et voilà. Bon, alors il y avait eu effectivement sur la quenelle un grand débat sur le fait de savoir si ce geste était une forme détournée d'un salut nazi inversé. Et comme il était presque exclusivement fait devant des monuments ou des symboles juifs, y compris par des militaires, des célébrités. Il a réussi à le faire par des célébrités et même des officiels, certains officiels. Mais aujourd'hui, Dieudonné demande pardon et la communauté juive réagit à cette demande de multiples façons, avec les pour, les contre, les bien au contraire. Et on voit même par-ci, par-là, des débuts de conflits sur les réseaux sociaux, des conflits internes. Et nous, ça nous a interpellés. Alors, je vous propose, Jonathan et Pug, qu'on essaie ici, sur Tandem TV, de prendre un peu de hauteur, qu'on essaye d'y voir un peu plus clair et qu'on donne des éléments d'analyse et de compréhension à nos téléspectateurs, des éléments qu'ils n'ont pas vus, lus ou entendus ailleurs. On va peut-être commencer par cette demande de pardon
et les événements qui ont suivi avec toi, JSS pour commencer. JSS, je t'appelle JSS, c'est ton surnom. Hein, voilà. Parce que tu as des informations, quelques informations à partager sur les raisons de cette séquence médiatique. Mais avant, je ne peux quand même pas m'empêcher de vous demander à chacun, en un mot, en une phrase, ce que vous pensez de cette demande, de ce cirque médiatique. Et est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il vous paraît possible que Dieudonné soit sincère? Pug, d'abord. En un seul mot, non. Pas le moins du monde. Non seulement j'y crois pas, mais toute cette affaire m'agace profondément parce que pour moi, on est au-delà du truc, en fait. C'est pas quand l'incendie fait rage et que ça atteint déjà les barils de pétrole, ça brûle dans tous les sens et il y a des dizaines de victimes. Se demander si on va faire la réinsertion du pyromane, excuse-moi, on verra après, quoi. Donc voilà, pour moi, on est là, la demande de pardon. D'abord, je n'y crois pas, et ensuite, hors sujet, hors cadre, hors tout, quoi. Enfin. Jonathan, alors toi d'abord, dis-nous si tu y crois et quelles sont les informations que tu peux apporter. En un mot, je pense que ce sont des excuses opportunistes. Mais c'est comme ça que Dieudonné a dirigé toute sa carrière. Et quand il s'est séparé d'Élie et qu'il n'avait pas de débouché, même s'il était talentueux en tant qu'humoriste, il a vu dans cet antisémitisme, antisionisme, une voie de développer son business et de gagner sa vie et de continuer à monter sur scène. Et aujourd'hui, il se trouve que sa situation fait qu'il se trouve dans un endroit où il est entouré de juifs. Je ne peux pas trop dévoiler d'informations sur tout ce que je sais, etc. Parce que, voilà. Mais voilà, il est entouré de juifs qui sont, il faut le dire, bienveillants à son égard, pas qui lui ont fait la morale, d'accord? Ils lui ont parlé, ils ont discuté. Et il sait que, voilà, il est entouré de juifs et peut-être que il se rend compte aussi que sa carrière est en perte de vitesse, que son ex-femme a tout balancé sur lui il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Bien sûr. Que Jean-Marie Bigard devait faire un spectacle avec lui. Oui. Et après avoir discuté avec Laurent Ruquier, etc., il s'est rendu compte que c'était peut-être pas le bon move pour lui. Et donc, je pense que pour redonner un nouveau souffle à sa carrière, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les affaires ou dans la comédie, il s'est dit que c'était peut-être intelligent de proposer de nouvelles excuses. Sachant qu'il en avait déjà fait, et il en avait fait des spectacles, d'ailleurs, des excuses. Alors oui, exactement. Et c'est rigolo ce que tu dis, parce que tu dis il est entouré de juifs. Ouais. Et dont il a besoin, effectivement, pour évoluer, pour s'installer. Dans son environnement quotidien. Il est entouré de juifs. Absolument. Ce qui vient un petit peu renforcer sa de juifs et d'Israéliens. Et d'Israéliens. Ce qui est encore plus drôle. Ce qui est encore plus drôle parce qu'on se rappelle tous qu'il avait monté le parti antisioniste. Absolument. Donc, il avait monté ce parti et c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer à le qualifier de politicien. Parce que quand il montait sur scène et que la scène de la Main d'Or, c'était plus un théâtre, mais c'était une tribune politique. Oui. C'en était fini de l'humoriste. Ouais. C'en était fini de l'humoriste, mais pour autant, ça aussi, c'est très rigolo concernant Dieudonné. C'est on l'a appris, comme tu l'as dit, avec Noémie Montagne, son ex-compagne, qui balance maintenant tout, qui raconte effectivement que Dieudonné, administrativement, n'existe nulle part. Il n'est à la tête d'aucune entreprise, d'aucune fortune. On a retrouvé chez lui, lors de perquisitions, quelque chose comme 500 000 euros en espèces. C'était colossal. C'était énorme. Colossal. Et on se rend compte que finalement, ce qu'il reproche aux Juifs, d'aimer l'argent, le gros poncif antisémite. Mais c'est toutes les accusations, mais ça c'est en règle générale, portées contre qui que ce soit. Si tu accuses quelqu'un d'être jaloux, c'est parce qu'on est soi-même jaloux. On voit ses défauts chez les autres. À travers les autres, absolument. Mais ça a toujours été comme ça avec Dieudonné, c'est un secret pour personne. Ouais. C'est quelqu'un qui aime l'argent, mais on ne peut pas lui en vouloir d'aimer l'argent, qui n'aime pas l'argent en tant que tel. Bien sûr. Donc c'est pas grave. Le problème, c'est quand on trouve des excuses et qu'on s'attaque aux autres pour en gagner davantage. Ouais. Voilà. Alors, soit dit en passant, juste petit rappel historique, c'est ce trait-là du type qui aime beaucoup l'argent, qui a un problème très, très particulier avec l'argent et qui en accuse les Juifs alors qu'il le fait lui-même, c'est une constante dans l'histoire des antisémites. Les rois de France ont banni les Juifs de France à peu près à 13 reprises. Pour et à chaque fois,
voilà, c'était pour faire main basse sur le pognon. Et il y a une étude qui n'a jamais été faite. Malheureusement, j'ai pas les compétences pour le faire, mais j'aimerais bien un jour que quelqu'un le fasse. Et si on arrivait à savoir ce que le Troisième Reich a récupéré comme pognon en se débarrassant des Juifs, je suis persuadé qu'il y a un magot absolument monumental. On a quand même une petite idée en termes de tout ce qui a été pris en termes de spoliés d'œuvres d'art, etc., de biens. Oui, mais j'avais fait... Et l'autre question, c'était combien la Suisse a récupéré en récupérant les Juifs. Mais j'avais fait un rapide calcul pour essayer de donner un ordre de grandeur. Si on prend 6 millions de Juifs, allez, 2 parents, 4 enfants, 1 million de familles, on prend le patrimoine, allez, moyen, même de 250 000 euros, 300 000 euros par famille en termes d'aujourd'hui, tu viens en fait en éliminant 1 million de familles juives, tu as récupéré une année du budget de la France en 2022 ou 2023. Ouais, bien sûr. Merci de ne pas donner des mauvaises idées à nos c'est pas faux. aux antisémites. Alors, on va très vite. Bon, donc la semaine dernière, il décide, enfin en tout cas, André Darmon, le rédacteur en chef d'Israël Magazine, est donc contacté par Francis Lalanne, qui lui propose de rencontrer Dieudonné. Et bien sûr, ça aussi, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre ? Tout journaliste serait de mauvaise foi s'il disait qu'il n'aurait pas saisi l'occasion, en tout cas. Alors ça, c'est une chose parce que il a proposé des excuses à maintes reprises. Donc on peut les accepter, on peut accepter de les publier ou non. Par contre, c'est une constante, mais dans le judaïsme et dans la chrétienté ou dans d'autres religions, de dire, ok, si quelqu'un veut s'excuser, sans avoir à juger sa bonne foi ou non, il faut écouter ce qu'il a à dire. Et en ce sens, c'est important. Maintenant, accepter ses excuses, c'est autre chose. Et je pense que ça viendra sur le long terme. Mais, c'est ça, c'est un peu tôt, c'est ce que j'allais dire. Ce que nous ont appris ces derniers jours, c'est que c'est pas forcément très positif. Alors, la première vidéo qu'il fait, il l'a publiée sur une chaîne qui s'appelle Quenelle TV. Et il renoue son amitié envers Alain Soral, qui est quand même le mec qui parle des Übermensch, comme les nazis en parlaient. Alors Alain Soral l'a accompagné en déplacement en Suisse le week-end juste qui a précédé donc la publication de cette lettre. Et c'était un spectacle dans les règles de l'art, c'était un spectacle antisémite. Il a joué en Suisse et le spectacle, d'ailleurs, a été dénoncé par l'équivalent du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme suisse, le CICAD. Et voilà. Et déjà, là, je trouve qu'en termes de bonne volonté, de témoignage de bonne volonté, il y a un problème. C'est très difficile. Surtout, voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il vient quand même passer 20 ans de sa vie dans ces cercles-là. Avec des antisémites notoires, des négationnistes, des forissons. Alors, il a beau dire moi, je voulais faire rire tout le monde et les Juifs font partie de mon monde, alors etc. Ça aussi, c'est rigolo. C'est un peu étrange de dire je vais faire rire les Juifs. Les Juifs font de l'humour, on est d'accord. Mais remettre des prix parce qu'il a remis des quenelles d'or, etc. Ce qui est l'équivalent dans le monde de Dieudonné des Césars ou des Oscars. Exactement. Lui remettre à Forisson sur scène avec un pyjama rayé une quenelle en disant bravo, tu leur as tous mis bien profond parce que t'es négationniste et tu remets en question la Shoah, c'est pas très drôle. Enfin, je veux dire, même si on veut aller très loin dans l'humour. Non, bien sûr. Et en allant très loin dans l'humour, rappelons quand même que Forisson était en train de disparaître comme la plupart des négationnistes parce que à chaque fois qu'il y a des études un peu sérieuses sur la Shoah, ces gens-là se font défoncer. Et là, en fait, il lui a redonné des lettres de noblesse et il a redonné une tribune à Forisson et à Vincent Renoir, des gens comme ça. Et en donnant cette tribune, en fait, c'est comme, enfin, il a servi un poulailler à des loups, en fait. Il y a des tas de gens qui ne connaissent rien à la Shoah et qui vont dire ah bon, il fallait 25 degrés en Pologne pour activer le Zyklon B et donc c'est pas possible. Ah ouais, donc on nous dit peut-être pas tout. Non mais attendez, ça a été prouvé, déprouvé, enfin ça a été étudié plein de fois. Mais voilà, il a amené une bergerie d'imbéciles au grand loup du négationnisme, c'est impardonnable. Alors ce qu'on doit dire aussi, c'est que le jour même de la publication de cette lettre,
Cyril Hanouna s'empare donc du scoop. Comme d'habitude. Et de l'affaire. On vole toujours très très haut. Et... Ce qui tend à prouver que c'est bien préparé quand même tout ça. Ben, je sais pas. Non, je pense que tu vois ça, je crois. En revanche, je crois à la spontanéité d'André Darmon, d'Hanouna. Enfin, franchement, je pense que ça n'a pas été. Il n'y a pas de préparation qui a duré des semaines derrière. Je suis plus complotiste que vous, je crois. Et là, alors là, moi, ce qui m'a sidéré, c'était de voir sur le plateau de Cyril Hanouna, donc André Darmon, face à l'avocat qui représente Dieudonné pour avérer donc toute cette histoire. Et qu'est-ce qu'on constate? Que l'avocat de Dieudonné n'est autre que Maître Ludo, avocat de Youssouf Fofana, ouais. gang des barbares. Ouais. C'est pas étonnant, il y a des avocats qui sont connus pour être les avocats des plus gros salopards. Vergès à l'époque. Ah mais bien entendu, seulement quelle démarche de Dieudonné de se faire représenter pour faire ses excuses à la communauté juive par ce type qui est l'avocat de l'homme qui a commis le crime le plus atroce d'après-guerre contre Ilan Halimi. Déjà, il a eu la décence de ne pas prendre un avocat juif. Ça aurait été aussi rigolo. Mais tu sais, un comble. À l'époque, quand je menais toute l'enquête sur Dieudonné et qu'on sortait tous les documents sur GSS News, les fins aujourd'hui, les propriétaires de la main d'or, c'était deux juifs. Bien sûr, je me souviens très bien. Je me souviens, j'ai été suivi à l'époque par Canal+, et ils faisaient un reportage sur moi quand je publiais tous ces documents, et j'ai appelé un de ces propriétaires et qui ne voulait pas se débarrasser de Dieudonné. Après, sous la pression médiatique, ils n'ont pas eu le choix, ils ont essayé de vendre le théâtre, etc. Oui, c'est ça. Mais ils ne voulaient pas s'en débarrasser. Il l'avait vendu à Dieudonné, le théâtre? Je ne sais pas s'ils l'ont vendu à Dieudonné à la fin, mais en tout cas, il y a eu toute une procédure comme ça, et évidemment, il y avait des juifs dans l'histoire. Bien sûr. Évidemment. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant ce que tu dis concernant l'avocat de Youssouf Fofana. Pour moi, c'est édifiant. Ouais, après, comme dit JSS, ça se trouve, il n'y a pas trop le choix, parce que vu que le mec, il défendait déjà Fofana, il peut bien défendre... Non, mais c'est la même sphère, surtout. Ça doit être des amis avant tout. C'est ça, bien sûr. C'est la même sphère. Complotiste, antisémite. Alors, je ne préjuge pas de l'antisémitisme ou du complotisme de l'avocat, je ne le connais pas. Non, d'ailleurs, il a dit des choses très logiques et très sensées. Il disait que la première étape dans le pardon, dans le processus de pardon, était pour lui de s'acquitter de toutes les amendes et de toutes les condamnations. Et voilà. Et c'était de mettre ça déjà derrière lui. On rappelle quand même que la dernière condamnation dont il a fait appel, elle n'est pas si vieille que ça. Elle date d'octobre 2022. Il avait été assigné en justice par l'écrivaine, on dit aujourd'hui Rachel Kahn, qui, elle, s'est exprimée dans le point aussi dans le courant de la semaine en disant qu'ils viennent d'abord au tribunal. Il a fait appel, il a été condamné à 10 000 euros d'amende et il a fait appel du jugement. Ça, j'imagine que c'est pour gagner du temps. Et il l'a traité de négresse. Il l'a traité, oui. Il lui a dit qu'à la fin, ça sera la dernière négresse. Alors, donc on l'a dit, on voit que, bon, voilà, c'est toi, JSS, tu attends de voir. Pug, il y croit pas du tout. Non, moi j'y crois pas du tout. Tu crois pas du tout. Tu penses que c'est un mauvais sketch d'un humoriste à bout de souffle? Je sais pas, je vais pas parler. Si, je vais me donner un exemple. Moi, quand j'ai fait une connerie et quand j'en suis conscient, je commence pas à clamer que je vais demander pardon sur toutes les chaînes de télé pour en faire un buzz, pour en faire du spectacle. Et, je veux dire, il aurait pu tout simplement continuer ses spectacles. Il y a quelques mois, il était à 10 km de chez moi. Je passe devant l'hôtel où il était quand je fais ma course à pied. Avec son bus à l'effigie de Shoah Nana, et il a fait son spectacle sur le parking parce que plus personne ne veut le recevoir. Et ben là, dans son bus et devant son public d'antisémites et de crétins, il pouvait commencer à dire « je me suis trompé, j'ai dit beaucoup de bêtises, vous m'avez suivi, maintenant je veux réparer ». Et il a commencé par vouloir en faire un spectacle de son pardon, alors qu'il pouvait le faire dans l'intimité de ses spectacles. Et bon, il aurait perdu beaucoup d'argent parce que ça se serait su, il aurait... Mais justement, pour ça, il faut lui rendre crédit.
Et c'est bien l'une des seules choses sur lesquelles il faut rendre crédit à Dieudonné. C'est-à-dire qu'il s'est quand même mis du jour au lendemain une partie de sa fachosphère, de sa diodosphère à dos. Et on voyait les résultats sur Twitter. « Oh non, Dieudo, pas toi. Toi aussi, t'es corrompu. » Enfin, tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, encore une fois, pour moi, c'est de l'opportunisme. Il a donné des excuses parce qu'il a besoin de montrer patte blanche ou parce qu'il en a envie. Peut-être qu'il cherche à évoluer. Je ne sais pas, encore une fois. Non, mais ça, c'est intéressant parce que du coup, de se mettre à dos comme ça une grande partie de son public... ça veut dire qu'il doit quand même... Ça peut être quelque chose, mais si de l'autre côté, l'autre signal, c'est de dire Alain Soral, c'est mon best friend forever, c'est mon meilleur ami pour toujours. Et puis, c'est vrai que je m'excuse parce que les Juifs, fallait les faire rire, mais au final, c'est quand même un peu des voilà. Non, mais ça, on va revenir parce que ce qu'il appelle dans sa lettre, il appelle ça des gesticulations artistiques. On est quand même tous d'accord pour dire qu'il est allé un petit peu plus loin que ça. J'aimerais quand même, si vous le voulez bien tous les deux, qu'on rappelle les gesticulations artistiques pour lesquelles il demande pardon. Ça va un petit peu au-delà de 2-3 mauvaises blagues. Alors... Si vous voulez bien, je vous donne comme ça des éléments, plus ou moins chronologiquement, et puis vous me dites, vous commentez. Alors, ça commence déjà, c'est vraiment, je me souviens très bien, j'étais devant mon poste de télévision, décembre 2003, une émission présentée par Marc-Olivier Fogiel, avec Jamel Debbouze sur le plateau. Et là, Dieudonné qui débarque avec un faux Streimel, des péotes, un masque de cambrioleur sur une sorte de cagoule, sur la tête, et qui lit un très mauvais sketch apparemment écrit à la main quelques minutes avant dans les coulisses, vraiment mauvais, j'ai rarement vu, parce qu'il nous avait habitués quand même à nous faire rire. Là, c'était non seulement mauvais, alors tout le monde ricanait sur le plateau. Personne ne savait à quoi s'en tenir. Et personne ne savait à quoi s'attendre. Et il termine ça par un salut nazi en disant « Haïl Israël », je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment là que tout commence. Et il ne va plus s'arrêter à partir de... On est en pleine époque du début de la nouvelle extension de l'antisémitisme en France. C'est après les attentats de 2001 aux États-Unis, quand il y a la révolte des cités en France, qu'on voit apparaître des Vive Ben Laden sur les murs des cités, etc. Et lui, sa carrière, elle est un peu entre deux eaux à ce moment-là. Et peut-être qu'il voit une opportunité à ce moment-là de faire ce message. En plus, comme tu l'as dit, c'était pas du tout drôle. Non. Et politiquement parlant, ça n'avait aucun impact. Les gens sur le plateau étaient surpris. Alors, il y en a un ou deux qui ricanaient. Oui, tu viens de le dire. Jamel mais ils ne ricane. comprennent pas ce qui se passe. Et parce que c'est sa première incursion dans ce domaine-là. Exactement. On s'attendait pas. J'ai revu ça pour préparer l'émission. Je l'ai revu, cette séquence. Il y a même Marc-Olivier Fogiel qui, à un moment, sans obligé de préciser, bon, c'est de l'improvisation, tout ça, que c'est vraiment improvisé, que c'était pas prévu, etc. Et il est mal à l'aise. Et Jamel, il ricane, il sait pas, il sait qu'il l'admire. Jamel, il est en début de carrière. Dieudonné, il a déjà quelques années derrière lui de beaux sketchs. Et donc, il l'admire un petit peu. Et là, c'est vraiment là que ça commence. On est, comme tu le dis, 2 ans après les attentats de New York. Et rappelons quand même que 2003, on n'est que 3 ans après la deuxième intifada. Et c'est ce que j'allais dire. On est dans la deuxième intifada. En Israël, beaucoup d'attentats aussi également, des bus qui sautent, beaucoup d'attentats suicides. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il décide, lui, de se prendre comme ennemi l'acte du bien. C'est comme si, en fait, c'est aussi à cette époque-là qu'il y a eu la fameuse doctrine de Boniface. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pascal Boniface. Bien sûr, Pascal Boniface. Qui est un immense chercheur. Extraordinaire. Et qui est à l'époque au Parti Socialiste et qui fait une note pour le Parti Socialiste en disant, malgré le fait qu'il y ait Jean Jaurès et machin, les socialistes, il faut soutenir les Arabes et arrêter de soutenir Israël parce que les Arabes, c'est plus de voix que les Juifs. Oui. Et ça, c'est la doctrine Boniface. Je me souviens. Et en fait, ce que fait Dieudonné, il ne fait que adopter cette doctrine pour lui-même, parce qu'il comprend bien qu'en effet,
il y a un vrai marché à prendre. Ouais. Et il le fait dans ses spectacles, au final. Alors, de manière encore plus extrême que Boniface. Boniface, il n'est pas tout blanc, hein, loin de là. Hein. Eh ben oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il adopte la stratégie Boniface. Et il va tomber dans ce cercle vicieux. Mais un cercle vicieux dangereux, parce qu'on rappelle quand même que ça va mener en 2006 à l'assassinat d'Ilan Halimi. Absolument. Ça va mener en 2012 à Mohamed Merah. Il y a Toulouse, il y a Halimi, et puis il y a l'hypercacher, il y a tout ça derrière. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord, par contre, pour le dédouaner de cette responsabilité-là, parce qu'il a une responsabilité dans tout ce qui s'est passé par la suite. Ça serait bien quand même qu'il sur la montée de l'antisémitisme, parle là-dessus, c'est quand même indéniable. Sur la montée de l'antisémitisme, c'est indéniable. C'est évident, et alors après, il y aura toujours des gens pour dire c'est sous le coup de l'émotion qu'elle a dit ça, mais la mère d'Ilan Halimi a nommément accusé Dieudonné. Alors ça aurait été, on aurait pu l'accuser que ce soit sous le coup de l'émotion si elle l'avait fait tout de suite après, mais ça c'est plusieurs années après. Donc c'est pas le coup de l'émotion, c'est tout à fait réfléchi. Son fameux « Je suis Charlie Koulibaly » qui veut tout dire. Voilà, non, il a véritablement favorisé un passage à l'acte. Raymond Aron disait que De Gaulle avait permis un nouvel antisémitisme en 67 en parlant du peuple dominateur et sûr de lui. Clairement, Dieudonné a lancé le happy hour de l'antisémitisme des banlieues et ça va plus loin que les banlieues, en fait. Ouais. Parce que, comme le dit JSS, il y a Pascal Boniface, il y a quand même un certain nombre de penseurs respectables, qu'on croyait respectables à l'époque, qui ont embrayé là-dedans. Alors, évidemment, pas avec les outrances de Dieudonné, mais il est un facilitateur, encore une fois. Exactement. Il rend les choses comiques. L'antisémitisme devient marrant, en fait. Oui, exactement. Il va pousser ce comique qui ne nous fait pas rire du tout jusqu'en 2008, où il est encore présent sur des grandes scènes. Donc là, on est sur la scène du Zénith de Paris. Et c'est ce fameux spectacle où il fait monter sur scène Faurisson pour lui remettre donc le prix. Alors, c'est un prix de l'infréquentabilité et de l'insolence, avec présent sur scène, comme tu l'as dit, un comédien régisseur déguisé avec un pyjama des déportés, un pyjama rayé. Oui. Et puis il y a eu Show Ananas, donc là, voilà, qui était. Alors le Show Ananas, c'est un show qui tourne encore, qui était encore, avec le bus près de chez toi il y a quelques mois. Le bus noir avec les ananas autour, avec le mot Show Ananas. Perso, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris ce show. Mais tu sais que quand tu regardes en plus les shows de Dieudonné, c'est celui qui remplissait le plus de salles en France, l'humoriste qui remplissait les plus grosses salles et le plus grand nombre de salles. Et c'est à la Fnac, l'humoriste qui vendait, à l'époque, il y avait des DVD. Alors, les moins de 20 ans ne savent pas ce que c'est, mais c'était des disques sur lesquels il y avait des spectacles. Et on achetait les DVD à la Fnac. Oui. Et les spectacles de Dieudonné étaient ceux qui étaient les plus vendus. Parce que les gens s'abreuvaient de ces messages-là. Mais non seulement ils s'en abreuvaient. Et c'est une communauté qui n'avait pas la parole. C'est-à-dire que dans les médias, on ne donnait pas la parole aux antisémites notoires. Et Dieudonné, il a dit mais regardez, les médias, c'est dans les mains des juifs. Les spectacles, si vous n'avez pas un producteur juif, vous ne pouvez pas les faire. Et donc, il a réussi à capter l'attention de tous ceux qui estimaient que leur vie était misérable à cause des juifs en France. Mais pas que leur attention, parce qu'il a fédéré au point de se faire envoyer des dons, c'est-à-dire ça c'est extraordinaire. Raconte-nous ça. C'était colossal. Il jouait sur son instabilité financière en disant qu'il était attaqué de toutes parts, qu'il avait plus d'argent, et donc il a demandé aux gens de faire des dons. Et à l'époque, sur GSS News, une des enquêtes qu'on avait faites, c'est qu'on avait retrouvé, il y avait quelqu'un qui avait hacké l'ordinateur de Dieudonné, et donc on avait la liste exacte de toutes les personnes qui avaient fait des dons à Dieudonné. Alors, ça pouvait être 5 € et ça pouvait être 100 000 €. Et on avait retrouvé une nana qui habitait, une vieille dame, respectable, 60 ans, 50 ans, dans la région de Nantes, et qui avait fait un don de plus de 100 000 € à l'époque à Dieudonné.
Et il organisait derrière les moyens de cacher cet argent, bien entendu. Je crois que la police avait découvert qu'il avait envoyé des centaines de Western Union à l'époque en Afrique. Et son fils, qui est un très bon businessman, qui gère ses affaires, qui a fait des trucs exceptionnels, hein, des fausses monnaies électroniques, des faux bitcoins, enfin pas des faux, mais on appelle ça des shitcoins, ceux qui connaissent un peu. Il a fait ça, il a vendu des trucs sur Internet. Mais c'est des escroqueries, oui, si tu vas sur Internet, tu peux voir que c'est des escroqueries. Après, je ne suis pas rentré dans tous ces business à chaque fois. Mais voilà, son fils a ouvert des sociétés à Hong Kong, en Afrique, au Cameroun. Donc, il a vraiment organisé le moyen de gagner de l'argent à travers ça, en pleurant, en disant j'ai pas d'argent, et en recevant sans cesse de l'argent, des dons, etc. Mais c'était à tous les niveaux. Vous alliez voir un spectacle à l'Amador, vous achetiez un t-shirt, vous buviez une bière ou quoi que ce soit, c'était pas en carte, c'était tout en espèces. Même la place. Absolument. Même la place, elle se payait en espèces. Absolument. Rien n'était par carte et par virement. Tout était en espèces. Si je me trompe pas, il avait aussi fait des appels pour lorsqu'il était condamné à ce que aux dons pour en fait payer ses amendes, ce qui je crois illégal en France. Illégal. Absolument. Ouais, donc, absolument. Mais oui, cet antisémitisme-là, cet antisionisme, cet anticonformisme a séduit des gens, et on accuse souvent les jeunes de banlieue, les rebeux, etc. Mais c'est pas que ces gens-là qui suivaient et appréciaient de donner pour tout ce qu'ils disaient. Et dans la liste des donateurs, on pouvait voir, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout issus de l'immigration. Ou pas des jeunes de banlieue, quoi. Exactement, pas que des jeunes de Français de souche, comme Français dirait Alors, Soral. on a eu les quenelles, on en a parlé, les sketchs en pyjamarie, on en a parlé, le négationnisme, on en a parlé. Alors, il y a eu aussi l'épisode visite en Iran et interview à la télé iranienne. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Rencontre avec Ahmadinejad à l'époque. Et le président complètement fou, complètement barré, qu'on a subi en Israël, parce que toute la doctrine militaire, une grosse partie de la doctrine militaire actuelle d'Israël, c'est basée sur toutes les informations qu'on a eues à l'époque d'Ahmadinejad, sur la bombe atomique, sur les missiles longue portée, etc. Et donc, il va rencontrer Ahmadinejad avec Gouasmi, qui est à l'époque le fondateur du centre Zahra France, qui est un centre sunnite, ou chiite, pardon, chiite, iranien, en France. Et avec lui, il va récupérer de l'argent en Iran. Il va dire à quel point les médias sont dans les mains des Juifs. Il va monter le fameux parti antisioniste. Mais ça va encore plus loin que ça. Dans ses spectacles, il va mettre de l'affiche de son spectacle, il va mettre la photo de Mahmoud Ahmadinejad en bas, comme si c'était sponsorisé par lui. Mais il va également mettre le logo du Hezbollah et le logo de l'organe de presse officiel iranien. Donc, pour lui, cette visite avec Ahmadinejad, avec des Neturei Karta, parce qu'à l'époque, lors de sa visite, il y avait aussi les juifs orthodoxes antisionistes, en disant, vous voyez, les juifs, en fait, ils comprennent rien. Il y a cette poignée de juifs qui a tout compris au judaïsme, qui en disant qu'il ne faut pas d'État d'Israël, c'est eux qu'il faut écouter, mais en fait on n'est pas antisémite, parce qu'on serait antisémite, on ne serrait pas la main des Neturei Karta. Et le vrai judaïsme, nous on sait ce que c'est pas ce que les juifs croient. Donc ça c'est aussi une accusation des antisémites qui est exceptionnelle. Exceptionnelle de qualité, là, vous ne savez pas ce que vous faites. Et alors, c'est allé jusqu'à présenter donc une liste aux élections européennes, antisionistes, donc du parti antisioniste. Parti antisioniste, voilà. Mais ça a été un échec flagrant à chaque fois, heureusement. Non, mais parce qu'on aurait pu croire que... bon, il a même pas été remboursé à chaque fois. Il a fait 1%, 1,5%, donc c'était pas grand-chose. Mais c'est déjà inquiétant. Et puis, mais moi, tu vois... Là, moi, je suis ni juif ni israélien, je suis juste français. Et tu vois, on parle le pardon que Dieudonné adresse à la communauté juive. Excusez-moi, mais et le pardon à la communauté française pour aller se copuler comme ça. Excusez-moi le terme, je suis énervé, mais se prostituer, on va dire le mot, auprès des Iraniens qui aiment pas la France. Hein. Faut quand même le rappeler. Il va à la télé, j'ai encore regardé hier soir, la télé iranienne expliquait que la liberté d'expression en France est moindre qu'en Iran. Mais j'arrive même pas à comprendre comment il s'est pas fait serrer par la DGSE ou par le renseignement intérieur français en arrivant en disant toi, Fort de Vincennes, faussé, fusillé.
Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. a fait moins que ça. Hein. C'est très intéressant ce que tu dis. On l'a fusillé, quoi. C'est très intéressant parce qu'effectivement, en créant ce parti antisioniste, c'était aussi, il s'est pas contenté de cracher sa haine des Juifs, il a aussi craché sa haine de la France. Et là aussi, c'était rigolo de voir. Et moi, ça m'interpelle parce qu'il y a quand même Jean-Marie Le Pen dans ses amis proches et qui est même parrain de certains de ses enfants. Exactement. Et ça m'interpelle quand même. Mais ils ont toujours eu une amitié, ils ne sont jamais cachés de l'amitié entre Dieudonné et Jean-Marie Le Pen. Après, c'est pas étonnant, puisqu'ils ont, on peut imaginer en tout cas qu'ils ont certaines vues communes. Jean-Marie Le Pen, voilà, du four crématoire, on connaît, on va pas revenir. On va pas revenir là-dessus. Oui. Mais tu as raison que c'était des insultes à la France en permanence, aux institutions de la République. Après, alors, quand Manuel Valls a pris le branle-bas de combat, ça a été, vous vous souvenez, c'était limite des émeutes devant les arénas où Dieudonné devait se présenter. Et puis ces messages ont perduré, même pendant les Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes. On a vu que ça continuait à parler de Dieudonné. Dieudonné avait raison. Et le pouvoir, et les Juifs, et Finkielkraut, et Bernard-Henri Lévy, et le CRIF. Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, on peut se demander où est le curseur de la sincérité, autant dans son antisémitisme que dans le pardon aujourd'hui qu'il demande. Alors, moi, évidemment, je vais pas mettre des liens, et je suggère pas qu'on mette des liens, mais les gens qui veulent vraiment se faire une opinion sur est-ce que c'était des gesticulations artistiques, qu'ils aillent voir ces interviews de Dieudonné à la télé iranienne. On voit son sérieux, on voit la façon dont il s'exprime, sa gestuelle, on voit, je veux dire, il n'y a rien d'humoristique là-dedans. Mais une fois encore, c'était de l'opportunisme. Absolument. Il avait besoin d'argent, et on voit toujours que c'est toujours le même moteur, c'est l'argent, très souvent. C'est ça, et donc la question, c'est est-ce que son antisémitisme est réel, ou est-ce que c'est un autre antisémitisme d'opportunisme? C'est ça. Tout comme ses excuses. Exactement. Et c'est le problème avec ce personnage-là. Exactement. Alors, il y a un point que toi, tu voulais, Pug, relever, parce que dans la chronologie qu'on a établie, dans la liste qu'on a établie pour préparer cette émission, il y a à un moment donné une déclaration où il dit que le sionisme a tué Jésus. La parole à Pug, fais-toi plaisir. Alors ça, pas trop, parce qu'on en a parlé plein de fois. J'essaye par tous les moyens de démontrer, même évangile à l'appui, que cette accusation de déicide, même l'Église catholique aujourd'hui dit stop, arrêtez, Nostra Aetate Vatican II, l'Église catholique a dit non, on peut pas dire ça, c'est pas vrai. Donc déjà, les Juifs ont tué Jésus, c'est une immonde bêtise. C'est prouvé, ça y est. Ce n'est appuyé par rien dans les textes reconnus comme ayant autorité chez les chrétiens. Mais là, lui, il nous dit pas les Juifs ont tué Jésus, il nous dit le sionisme a tué Jésus. Et là, on a envie de lui dire mais qu'est-ce que t'as fumé toi ce matin? Parce que le sionisme, en l'an 33 ou 35 après Jésus-Christ, le sionisme au moment où les Juifs sont encore, alors c'est devenu déjà une province romaine, donc on pourrait éventuellement parler de sionisme, mais c'est un anachronisme le plus complet, et là, véritablement, on a son aveu, mais l'aveu, c'est le plus bel aveu qu'on puisse faire. Le sionisme, l'antisionisme est un antisémitisme. Réponse. Quand ils disent le sionisme a tué Jésus, en fait, ils sont en train de parler des Juifs. Donc, l'amalgame sionisme-juif, c'est bon. Dieudonné l'a établi, c'est plié, débat terminé, on peut passer à autre chose. L'antisémitisme, l'antisionisme, même combat. C'est même pas les deux facettes d'une même médaille, c'est la même. Ah ouais. Voilà. L'antisionisme est un antisémitisme par nature. Ah oui, complètement. Et là, véritablement, on pourrait presque le remercier. Allez, moi aussi, je vais lui tendre la main. Merci d'avoir enfin avoué que derrière votre vocable de sioniste et ainsi de suite, ce que vous supportez pas, c'est les Juifs. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait, d'après vous, entreprendre des actions pour un petit peu détricoter un petit peu les esprits qu'il a remontés à bloc? Il y a un humoriste, je sais plus c'est lequel, qui a fait une blague sur les antisémites en disant le grand plaisir des antisémites, c'est d'être condamnés parce qu'on les condamne à aller visiter Auschwitz. Imagine, ils arrivent dans un endroit, ouais, ils ont tué les Juifs, tu vois. Et alors, plus sérieusement, les actions, c'est ce qui prouvera de la sincérité de ces excuses. Voilà.
je crois que les Juifs, on est les premiers à vouloir, à avoir envie d'accepter ces excuses, honnêtement. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais parce qu'on a toujours envie de voir le bon côté des choses, et que on sait que tout n'est pas noir ou blanc, il y a du gris, etc., etc. Et donc on a envie d'espérer que le type, au final, il s'excuse réellement, et que on préfère le voir comme un opportuniste qui a fait ça par opportunisme que par quelqu'un qui est antisémite par nature, violent, etc., etc. Maintenant, une fois encore, on verra avec les gestes et ces vidéos, etc. Les Juifs, on est prêts à accepter des Sa dernière vidéo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, la vidéo dont tu parlais tout à l'heure sur Canal+, où il explique sa démarche, etc., où il lit un cahier comme ça. Oui, c'est ce qu'il fait dans toutes ses vidéos. Mais enfin, c'est la première fois que je regardais, mais j'ai trouvé ça d'une suffisance, d'un ironique. Franchement, ça appelle pas la. On se dit pas tiens, il est sincère. Vraiment, ça le travaille, quoi. Comme le dit JSS, c'est exactement le format habituel de son spectacle, c'est le ton de ses spectacles, c'est le ton de ses vidéos. En fait, il n'y a rien qui change, il y a juste donc un discours un contenu qui a un petit peu changé. Mais justement, le fait que la forme ne change pas, moi, ça me fait penser à, je sais pas, un ancien Waffen-SS qui se trimballe avec son uniforme noir, sa croix gammée sur le bras, sa casquette à tête de mort et machin, et qui fait des saluts nazis et qui nous dit non, mais j'aime les Juifs. Mais alors, quand la forme ne change pas, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, je suis curieuse de voir où va se situer la repentance, parce que André Darmon, en plus d'avoir publié cette lettre, a interviewé, filmé, a fait une interview filmée de Dieudonné, qui finalement n'a visiblement pas été diffusée, mais où on a vu un petit extrait comme ça sur les réseaux, et où on voit Dieudonné qui dit une phrase, c'est « Je ne suis pas dans la soumission ». Ce qui veut tout dire. Mais où est la contrition, du coup? Et en même temps, personne ne lui demande de se soumettre à qui que ce soit. C'est juste que dans son public, on dit que des excuses, c'est se soumettre aux Juifs. C'est ça. Donc là, il se défend vis-à-vis de son public. Et puis, il a quand même tout un travail psychologique, j'ai presque envie de dire psychiatrique à faire là-dessus, parce que pour y arriver, ça va être coton. Est-ce que vous connaissez, sûrement l'un et l'autre, vous êtes bien plus érudits que moi, des exemples comme ça dans l'histoire récente, en tout cas d'après-guerre, de repentance acceptée, sincère, et qui a été acceptée par les Juifs, et qui a porté ses fruits surtout dans l'histoire de l'antisémitisme moderne? Alors, je te dirais que le premier exemple qui me vient, il n'est pas en faveur de Dieudonné, c'est Albert Speer, qui était ministre de l'armement de Hitler, et qui... lors du procès de Nuremberg, a commencé de façon assez subtile à dire « je n'étais pas complètement d'accord quand même, et puis quand même, il faut faire un droit d'inventaire et machin ». Bon, le retournement de veste quand les carottes sont cuites, c'est pas nouveau comme procédé. Je me souviens, alors là, excusez-moi, c'est le protestant qui parle, le chrétien protestant qui parle, et je me souviens c'était pas vraiment un pasteur, mais un type de ma communauté qui parlait de la différence entre le roi Saül et le roi David. Quand on compare les deux vies, le roi Saül, ce qu'il fait, en soi, c'est pas grave, par rapport à David. Sauf qu'il demande jamais pardon, Saül. David, lui, il dit juste « Oh, j'ai péché contre l'Éternel ». Et en fait, voilà, donc oui, je suis assez d'accord que l'idée qu'il y ait un geste de repentance, c'est déjà pas mal. Mais j'aime bien aussi, ça c'est dans une traduction un peu plus récente de la Bible, repentance a été remplacée par changer d'attitude. Alors, j'aurais des choses à dire sur cette traduction, mais l'idée est bonne. Dieudonné va-t-il changer d'attitude? C'est ça, moi je suis curieuse de voir ça. Est-ce qu'il y a un cheminement véritable qui va amener... est-ce qu'il va s'amener lui-même à une autocritique et à, je vais le dire, à un affrontement avec Soral, avec l'ensemble des gens qui l'ont suivi? Non, mais même encore plus simplement et très, très sobrement.
qu'il arrête de parler des Juifs et d'Israël. Exactement. Et ce sera soit plus belle repentance. Exactement. Laisse-nous tranquilles, on ne te demande rien. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Rien que ça, ce serait un beau chemin de repentance. Énorme. Et là où je compte sur ISS pour nous tenir au courant et pourquoi pas revenir, c'est de savoir si effectivement il avance et en action et en réflexion et en expression de ce pardon, c'est de savoir si effectivement il obtient ces contreparties qu'il attend pour... Je ne sais pas s'il attend spécifiquement des contreparties, mais en tout cas, voilà, il est entouré voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de Juifs ou d'Israéliens, et il veut vivre en bonne entente avec eux, et je sais qu'ils se parlent régulièrement, et je sais que même les Israéliens, malgré tout ce qui s'est passé, et ils connaissent toute l'histoire, les Israéliens qui sont autour de lui, malgré ça, ils ont envie de le voir évoluer dans son discours, et ils ont envie de croire dans la sincérité de ces... Ben ouais, mais c'est ce qui fait aussi la grandeur de la grandeur de ce peuple. Peut-être aussi que tout simplement ils savent reconnaître un bouffon quand ils en voient. Aussi, on va se quitter sur cette phrase très. Mais bouffons, les bouffons, c'était des personnages importants dans les royaumes. Ah, c'est vrai, très important. C'est vrai, c'est absolument vrai. En tout cas, c'est quand même chargé de symboles ces excuses qu'on les croit. Oui, et pourquoi d'après toi, dernière question, après on arrête là, et pourquoi d'après toi, puisqu'il avait déjà fait ce spectacle qui s'appelait Mes excuses et tout ça, qui dit qu'il avait déjà tendu la main, lui, pourquoi est-ce que ça n'a pas... Non, parce que c'était des excuses moqueuses. Oui, là, j'ai pas l'impression que ce soit moins moqueur. Non, mais elles n'avaient pas la même... je pense qu'il y a une signification un peu différente. À l'époque, c'était vraiment je m'excuse, mais vous êtes des merdes. Enfin, avec son langage d'humoriste, etc. Là, il veut donner l'impression que c'est sincère. Une fois encore, il n'y a que le temps qui nous le dira, et il n'y a que ses actions qui nous diront quoi en penser. Une fois encore, je suis sûr que si ses excuses sont sincères, les Juifs lui pardonneront. Parce qu'on est comme ça. Voilà. Et qu'on n'a pas envie d'en vouloir à quelqu'un jusqu'à la mort. Et moi, je serais le premier content de voir la sincérité dans ses yeux. On verra. Il dira s'il va dans des écoles, s'il fait des vraies actions, s'il vient, pourquoi pas, à Yad Vashem un jour, et au Kotel. Je le vois pas très convaincu. On verra. Moi, je te dis, je vais faire de l'humour à la Dieudonné. Je me délecte d'avance de faire l'inquisiteur antisémite. Et, il faut prendre ton livre comme ça pour lire les... Je me délecte déjà à l'idée de le faire passer à la question. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Qu'est-ce qu'on rigole? Jonathan, merci. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été là. J'aimerais bien qu'on se revoie, si tu veux, pour ton... Grand plaisir. Tu as écrit des livres. Ouais. Tout à l'heure, Pug, tu parlais du discours de 1967 du général de Gaulle. Ouais. Notre ami en a fait un livre, a écrit un livre. C'était un petit livret. C'était un livret sur voilà, une analyse de ce discours. Il y a quelques années, c'était ton premier ouvrage. Exactement. Ensuite, tu as sorti un livre qui devrait plaire à Dieudonné d'ailleurs, qui s'appelle Les vrais protocoles des sages de Sion. Oui. Et qui reprennent en fait les protocoles du premier congrès sioniste. Donc ce sont des vrais sionistes, des vrais sages. On avait lu des passages. Et c'est quelque chose, un ouvrage très intéressant. Vraiment exceptionnel. Ensuite, il y a eu un livre sur Chaim Weizmann, qui part de son entrée dans le mouvement sioniste aux côtés de Théodore Herzl jusqu'à la présidence de l'État d'Israël. Et puis il y a le tout dernier livre qui vient de sortir, qui est en anglais cette fois-ci, qui est sorti aux États-Unis, sur Max Nordau, qui s'appelle Max Nordau, c'est bien plus que le nom d'un boulevard de Tel Aviv, à la traduction française, parce qu'aujourd'hui tout le monde a oublié qui était Max Nordau, alors que c'était le plus grand génie du sionisme, plus grand encore que Théodore Herzl. C'était le meilleur ami de Herzl. C'était quelqu'un qui habitait à Paris, donc qui parlait en plus en français. Et c'était un vrai combattant du sionisme et quelqu'un qui a voulu donner une image nouvelle des Juifs forte. Et c'était un visionnaire. Et j'espère que j'aurai le temps de traduire cet ouvrage en français. J'espère, parce que moi qui suis ici en Israël depuis déjà plus de 17 ans, j'avoue humblement encore mal connaître l'histoire moderne de ce pays. Je suis conseiller municipal à Tel Aviv, conseiller de l'ALIA et de l'intégration. Oui, tu as été conseiller consulaire. J'ai été conseiller consulaire, je ne suis plus, mais j'ai été. Et même au sein de la mairie de Tel Aviv, Max Nordau, alors on sait où est située sa tombe, d'accord, dans Tel Aviv. On sait où est situé le boulevard, exactement. Mais qui il était? Même les Israéliens. Les Israéliens ne le savent plus.
C'est complètement... Alors que c'était une figure principale et que quand il est mort, lors du 13e congrès sioniste, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, parce que c'était celui qui a lancé l'agence juive, c'est les 100 ans de l'agence juive cette année, en 2023. Lors du 13e congrès sioniste, ils font l'eulologie de Nordau, et ils disent, tous étaient là, et tous ils disent, c'était notre vrai pionnier, notre vieux sioniste, notre vrai leader sioniste, et c'était encore plus que Théodore Herzl. Magnifique. Et on l'a oublié. Alors j'ai hâte, j'espère que tu le traduiras en français pour qu'on puisse en parler. Tu viendras nous en parler sur ce plateau. Et je rappelle que ni Weizmann, ni Herzl, ni Nordau, ni Jabotinsky, ni Ben Gurion n'ont tué Jésus. Et sur cette magnifique phrase de fin, Pug, je te dis merci à toi aussi pour toujours tes éclairages éclairants et éclairés. Et puis on se retrouve le mois prochain avec un nouveau 50 nuances d'antisémitisme, nouvelles nuances et des nouveaux... On chôme jamais, hein. Merci à toi Galit pour de nous cadrer comme tu sais bien le faire. Et Jonathan, c'était un grand honneur pour moi. Un plaisir d'être avec vous sur ce plateau ce soir. Merci à tous les deux. À très bientôt. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV. À bientôt avec des nouvelles nuances, des nouvelles actualités. Malheureusement, cette émission est partie pour durer. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.